Bonsoir à tous. On se retrouve pour lire la suite de la tribu des loups de notre trilogie Les enfants de la louve. On va continuer cette histoire afin de continuer à suivre les aventures d'Erel et de Petit Nez. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Installez-vous confortablement et c'est parti. Chapitre 3. Sable était restée parmi les framboisiers, dissimulée à la vue des hommes dans la pente opposée à l'abri. Mais elle avait faim, et une forte odeur lui désignait la fosse où les hommes jetaient les restes de leur repas. Elle y découvrit une carcasse de jeune antilope, déjà infestée d'insectes, que son arrivée dispersa dans un nuage affolé. Elle se jeta avidement sur ces maigres restes. Les os qu'elle parvint à briser entre ses puissantes mâchoires contenaient encore la précieuse moelle qu'elle engloutit avec délice. Les hommes n'avaient pas encore vraiment faim, sinon il n'en serait rien resté. Enfin rassasiée, la louve se remit sur ses pattes. Elle se sentait lourde, très lourde, non pas à cause du peu qu'elle venait de manger. Elle trottait vers le sous-bois quand elle sentit une soudaine douleur au ventre. Elle savait ce que cela voulait dire. Il lui fallait au plus vite trouver un lieu sûr à l'abri des prédateurs et des hommes. Mais surtout, à l'abri des louves, ses ennemis, elle allait enfin faire naître ses petits. Erel avait eu du mal à s'endormir. Elle avait espéré qu'un rêve viendrait à nouveau la guider, mais nul souvenir n'en subsistait à son réveil. L'abri s'éveillait et les foyers se réanimaient. La journée s'annonçait printanière et dehors, le givre se dissolvait très vite sur l'herbe du talus. « Bonjour maman, as-tu bien dormi ?»« Oui ma fille, et toi ? Tu es restée bien tard auprès de ton grand-père. Il m'a montré comment il lit les braises. Et il a commandé au soleil de briller fort ce matin, plaisanta-t-elle en désignant le ray de lumière qui frappait l'entrée de l'abri. Viens vite m'aider, apporte-moi le miel, tu veux bien. Erel obéit et aida sa maman à préparer en silence la bouillie de viande d'écureuil aux myrtilles. Une fois son repas avalé, elle fila chercher Petit Nez 2 foyers plus loin. Chaque famille disposait de son espace avec un foyer central. Des tentures de peau de renne cousue, montées sur des poteaux, les protégeaient du vent et les isolaient des autres. Seul Trois-Doigts disposait de son propre espace. Depuis la mort de ses 2 épouses, il n'y vivait toutefois pas seul. Les esprits protecteurs de la horde s'y étaient invités. La horde comptait 80 habitants répartis en 12 foyers. Erel souleva la tenture. « Je peux. » Son cousin terminait son repas avec sa maman, douce, et sa tante, Fougère, qui, devenue veuve très jeune, partageaient leur foyer sous l'abri. Les 2 femmes, comme Aurore, la maman d'Erel, étaient les filles de Trois-Doigts. Les 3 sœurs étaient très différentes, tant d'allure que de caractère. Même si toutes les 3 portaient des tuniques de peau de renne brodées de perles d'os et des jambières de lièvre des neiges, les cheveux châtains, les yeux clairs de Fougère et sa petite taille contrastaient avec la longue perche aux cheveux noirs et au visage anguleux qu'était Aurore, l'aînée. Quant à Douce, elle était la plus forte des 3 sœurs, et ses cheveux blonds la distinguaient d'Aurore. « Entre, Erel, » lui répondit Fougère. « Bon matin, Erel, » lui souhaita Douce joyeusement. « Bon matin, mes tantes. Petit Nez est-il de corvée, où je peux l'amener chasser l'écureuil ?»« Aide-le à ébrancher le grand pin dans la réserve de bois, » répondit Fougère. « Ensuite, vous serez libre. Tenez, prenez ces haches. » Elle leur tendit 2 haches, de médiocre silex grossièrement taillées, de celles qu'on confie volontiers aux enfants qui se font la main au travail du bois. Erel en testa le tranchant émoussé du doigt et fit la grimace. « Cela ne sera pas facile, » lança-t-elle en regardant avec convoitise de bonnes haches coupantes au fond de l'abri. « Tu sais bien que ton oncle se les garde, » répliqua Douce d'un air désolé.
réservait pour ses sculptures sur bois et ses travaux d'aménagement de l'abri. RL sourit à sa tante d'un air entendu. Compris, je n'ai rien dit. Tu viens, cousin. Ils longèrent l'abri en saluant gaiement les habitants déjà engagés dans leurs travaux quotidiens. Chaque hiver, la horde se retirait dans cette caverne située au flanc d'un petit vallon encaissé. L'abri, protégé sur presque toute sa profondeur par une haute voûte, comportait un vaste replat d'une centaine de pas de long par 40 de large, qui ouvrait sur une petite grotte servant de réduit à provisions. La horde y séjournait entre 6 et 7 lunes, mais cette année-là, la 8e était entamée car le printemps était en retard. Une fois hors de l'abri, les deux enfants remontèrent le petit sentier qui, après 2 lacets raides, débouchait sur un abri plus petit où s'entassaient, bien rangés et au sec, les réserves de bois de la horde. Un grand pin abattu par la bourrasque semblait les attendre. RL prit la direction des opérations des branchages. Pour ne pas se blesser avec leur hache, ils dégagèrent les côtés du long tronc à grands coups précis. Petit Nez avait un peu de mal à suivre le rythme de sa cousine. Elle le remarqua. Rien ne presse, on a tout le temps. Fais juste attention à te retirer quand la branche se détache, le temps que le tronc se stabilise. Le soleil était déjà haut dans le ciel, quand seules restèrent les 2 dernières grosses branches qui maintenaient le tronc en équilibre. Tiens, tu vois ces troncs-là, aide-moi. Ils roulèrent 2 troncs étroits de chaque côté du pin pour le caler et l'empêcher de les écraser. Puis RL les fixa au sol à l'aide de 4 pieux et monta sur le tronc, suivi de Petit Nez. Bon, maintenant, tu frappes en rythme avec moi. Pressé d'en finir, l'enfant frappa à coups redoublés. Sa branche céda malgré les cris de sa cousine. Qu'est-ce que tu fais? Frappe moins fort. Dans un craquement sinistre, le tronc bascula et Petit Nez fut éjecté. Il se retrouva sur le dos. Par la louve, j'ai bien cru que le tronc allait te broyer les jambes. Tu veux rester estropié et faire la cuisine, remisée avec les grands-parents pour le restant de tes jours. Penaud, mais heureux d'être entier, Petit Nez se redressa et serra RL dans ses bras. Merci, cousine, si tu n'avais pas bien fixé les petits troncs. Elle l'embrassa avec tendresse. C'est ton père qui me l'a appris, je l'écoute, moi. On devrait t'appeler Petite Tête. Tu promets de faire attention la prochaine fois. Par la louve, tu peux compter sur moi, lui murmura-t-il en lui rendant son baiser. Car rien n'avait plus d'importance aux yeux de Petit Nez que l'affection et le respect de sa cousine. Les 2 compères s'assirent sur le tronc et RL sortit leur récompense, 2 belles tranches de viande séchée. Lorsque son cousin tendit la main, elle fit mine de retirer le morceau qu'elle lui présentait. « Tu es bien sûr de le mériter ?» lui demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Il se jeta sur sa part et la déchira à belles dents. La jeune fille laissa son regard se promener dans le vallon. Soudain, entre 2 grands bouleaux, son œil perçut un mouvement. « Tu ne vois rien là-bas ?» Petit Nez mit sa main en visière. « Non, un esprit espiègle te joue des tours, on dirait. » Sans relever sa remarque, la jeune fille continua d'observer la terrasse qui prolongeait l'ouverture de la grotte des naissances, là où tous les enfants de la horde voyaient le jour. La grotte du récit de la louve et de celle dont le nom ne nous est pas parvenu. Chapitre 4. Sable connaissait bien les signes qui annonçaient la naissance. Elle avait donné vie à de nombreux louveteaux au cours de sa longue existence. Elle s'était éloignée des framboisiers et avait commencé à chercher un lieu sûr et discret dans les nombreux trous d'une falaise. Elle tomba vite sur une terrasse qui s'étalait sous un petit abri voûté. Elle y sentit une forte odeur humaine, de femme. Elle pénétra dans la petite grotte qui s'enfonçait dans la roche. Ses yeux habitués à l'obscurité y distinguèrent une couche de branchage. C'est là qu'elle mettrait ses petits au monde. Elle ressortit brièvement, l'oreille attirée par un bruit de hache, et regarda un moment 2 jeunes humains frapper sur un grand tronc. Il lui faudrait être prudente.
c'est leur proximité qui maintenait la Noire et les louves, qui comptaient parmi elles plusieurs de ses propres filles, à bonne distance. Soudain, elle sentit une forte douleur au ventre. Il était temps de s'allonger sur la couche. Nous devrions avertir nos mères, RL. Petit Nez n'avait cessé de harceler sa cousine de ses doutes pendant la descente jusqu'au torrent. Elle avait fini par ne plus lui répondre, mais là, au moment de traverser, ils aperçurent de jeunes pêcheurs avec leur harpon. À plus de 15 ans, ils avaient déjà reçu leur nom d'adultes, mais leur inexpérience les avait empêchés de faire partie de l'expédition des chasseurs. RL lui répondit enfin d'un ton énervé. « Veux-tu bien cesser de pleurnicher? Tu vas nous faire repérer. » Déconcentré, l'un des pêcheurs leva la tête. RL lui adressa son plus beau sourire et le salua de la main. « Salut bourru, le poisson mort. » Le jeune homme la corrigea d'un grognement. « Je m'appelle De Harpon maintenant. »« Excuse-moi, j'oublie que tu es un homme. »« De Harpon, » lui répondit RL en riant. L'ignorant, ce dernier plongea son arme dans l'eau limpide. Il la retira garnie d'une belle truite. Exhibant fièrement sa prise en direction des gêneurs, il leur lança. « Vous avez vu ça, les gosses? Essayez donc d'en faire autant. »« On a mieux à faire, » répondit Petit Nez, vexé. D'un œil sévère, sa cousine lui fit signe de se taire. « Ah oui, et on peut savoir quoi ?» renchérit De Harpon, moqueur. RL mit fin à cette conversation qui menaçait son projet. « On a des pièges à poser, bonne pêche. » Les cousins remontèrent le torrent en silence jusqu'à un beau bassin naturel. Se servant de son propulseur comme bâton à fouir, RL enterra une racine de saponaire. Ils se dévêtirent, ne gardant que leur panier. La jeune fille donna l'exemple. Elle plongea d'un seul coup et sans hésiter dans l'eau froide. « Allez, viens, boude pas et saute d'un coup. » Devant le courage de sa cousine, Petit Nez, qui hésitait, un pied dans le torrent glacial, s'y jeta avec une grimace. L'eau était vraiment glacée. Ils se frottèrent mutuellement les bras, les mains et les pieds avec du sable pour les débarrasser de la résine de pin. Puis ils firent mousser l'eau avec la racine de saponaire et se nettoyèrent le reste du corps. Après s'être séchés au pâle soleil printanier sur un rocher rond, ils se rhabillèrent, prêts pour l'aventure du jour. « RL, es-tu sûr que c'est prudent? Et si c'était un glouton? Ou un ours qui vient de se réveiller ?» Ils avaient gravi la pente raide menant à la grotte des naissances. « Écoute, je ne t'oblige pas à me suivre, tout comme je ne t'ai pas obligé à chasser les louves. Si tu l'as fait, c'est que tu me fais confiance. » Ne sachant que répondre et sous le charme de sa grande cousine, Petit Nez préféra se taire et grimper à sa suite. Le soleil frappait la falaise quand ils atteignirent la terrasse. RL fit signe de s'accroupir et de ne pas faire de bruit. Ils restèrent côte à côte en silence. Soudain, elle tendit l'oreille. Du fond de la grotte lui parvenaient de petits jappements et des bruits de langue que la jeune fille, passionnée par l'observation des loups, reconnaissait bien. Une louve allaitait ses petits. Afin de s'assurer de l'identité de l'animal, RL fit signe au garçon, apeuré et perplexe, de rester tranquillement en arrière. Puis elle se mit à ramper, et son regard s'accoutuma bientôt à l'obscurité. Soudain, ses yeux rencontrèrent deux éclairs d'or dans la pénombre. À peine délivrés du ventre maternel, les louveteaux aveugles l'avaient remonté par instinct en se frayant un chemin vers les tétines. Leur naissance s'était déroulée sans problème, et les petits, poussant des cris de contentement, tétaient déjà goulûment le lait de leur mère. Sable profita de ces premiers instants, même si elle savait qu'elle devrait les élever sans la protection de la meute devenue une source de danger pour eux. Et pourtant, elle devrait les laisser pour chasser. Pas pour elle, bien sûr, qui pouvait supporter la faim. Non, elle chasserait pour eux, pour qu'une nourriture régulière lui garantisse assez de lait. Deux silhouettes se découpèrent dans la lumière de la terrasse, les mêmes qui l'avaient sauvée, sans leur fronde cette fois-ci. Que penser de cette nouvelle visite? Normalement, elle aurait dû grogner, menaçante, pour éloigner les intrus.
Sable avait observé les humains toute sa vie en mangeant leurs détritus. Elle savait lire dans leurs yeux. Lorsque les prunelles de la jeune femelle humaine percutèrent son regard inquiet, elle y perçut la joie et la bienveillance. Le regard d'une alliée. Elle avait fait faire signe au jeune homme qui dégageait l'odeur de la peur. Les deux humains restèrent un moment à l'observer allaiter. Soudain, la jeune fille détacha un beau morceau de viande séchée de sa ceinture et, après l'avoir reniflé et le lui avoir montré, le projeta adroitement dans sa direction. Il atterrit à ses côtés. Sable lécha le morceau avant de le prendre dans sa gueule pour le mâcher. Quand elle l'eut terminé, elle chercha du regard ses nouveaux amis. Ils avaient disparu. Ses nouveaux amis. Elle n'était plus seule. C'est bien notre mère la louve, grand-père. Plus aucun doute. Qui d'autre qu'elle aurait accepté notre viande? Elle a vraiment besoin de protection. La nuit s'était installée et Erel avait entraîné son cousin près du foyer de Trois Doigts, sous prétexte de l'entendre raconter quelques récits de ses voyages dans le monde des esprits. Elle voulait que Petit Nez soit dans leur secret afin de protéger la louve de la curiosité de la horde. Les hommes n'étaient pas encore rentrés de leur expédition de chasse, et les femmes se sentaient bien seules avec la responsabilité des enfants et des vieux. Seul un chasseur estropié, pas de folle, les rassurait. Un accident de chasse lui avait laissé la jambe droite raide, mais il tirait les saquets contre les proies comme personne. Qui sait comment les femmes réagiraient à la présence de la louve dans leur grotte des naissances. J'ai consulté les braises et interrogé l'esprit de la louve avant votre visite. La louve, mère de la horde, est revenue nous offrir une nouvelle alliance pour consolider la paix entre nous et les loups. Une alliance qui bouleversera à jamais la vie des hommes. Elle est venue nous offrir l'amitié perpétuelle de sa descendance. Qu'attend-elle de nous, grand-père? Elle a besoin de votre assistance pendant quelque temps. Trois Doigts plongea un regard malicieux dans celui de ses petits-enfants. Tiens, pourquoi ne pas vous porter volontaire pour déposer les restes de viande dans la grande fosse à déchets? Et il vous faudra aussi découvrir le nom de la louve. Erel déposa sur la terrasse une corbeille garnie de restes de viande. Cette fois-ci, elle décida d'attendre le repas de la louve. Les petits étaient endormis entre ses pattes. Petit Nez, courageux mais pas inconscient, ne s'avança pas plus loin que le bord de la terrasse. La louve ignora Erel et se dirigea vers la nourriture. Elle renifla la corbeille, lécha la viande avant que ses mâchoires ne se mettent en action. En un temps qui parut très court à Erel, elle engloutit son repas. Puis elle rejoignit ses petits, leur donna un coup de langue avant de revenir en direction de la jeune fille. Petit Nez recula effrayé, mais Erel lui fit signe de rester calme. Il obéit. La louve, agitant la queue bien haut, renifla la jeune fille. Erel répondit à cette manifestation de joie amicale en ouvrant ses mains. L'animal les lui lécha. C'est bien, oui, je suis ton ami. Elle désigna son cousin, resté prudemment en retrait. Nous sommes tes amis, fais-nous confiance. Nous vous protégerons. Tu es notre mère la louve. Trois Doigts me l'a assuré. Très émue, Erel plongea ses doigts dans la crinière de l'animal et les y glissa comme s'il s'agissait d'un peigne à démêler les cheveux. Après une dernière léchouille, la louve recula et rejoignit la couche. C'était le moment de vérité. Si Erel interprétait bien son attitude, il devait s'agir d'une invitation à s'approcher des petits. Si elle se trompait, se déplaçant à genoux sur quelques coudées, elle s'arrêta. Elle sortit une flûte de sa besace et entama une douce mélodie. L'effet sur la louve fut d'un tel apaisement que l'animal se recoucha pour écouter. Erel put enfin tendre lentement la main vers les boules de poils endormies. Elle caressa l'infinie douceur de la toison des louveteaux, une larme de joie coulant sur sa joue. Je m'appelle Erel, je suis votre tante. Tante lui vint tout naturellement, car elle sentait qu'elle et la louve pouvaient être comme des sœurs. Curieuse, sa main se risqua sous le ventre du plus petit. Une femelle et l'autre, oui, c'est ça, un petit mâle. Oh, que vous êtes beau, que vous êtes doux.
l'image parfaite des petits loups aspirant le lait de leur maman. Elle caressa le pelage couleur sable de sa nouvelle amie. Les mots lui vinrent naturellement. Sable, c'est comme ça que tu t'appelles. Désormais, elle le sentait, leur vie serait liée à la sienne. Voilà, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette histoire vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi mettre un j'aime ou un commentaire si ça vous dit. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour suivre les aventures d'Erel, Petit Nez et Sable. En tout cas, d'ici là, portez-vous